faut clarifier d'entrée de jeu le principe de lestage. Dans un sens du terme raison, il est possible qu'un fait constitue une raison pour une personne de faire une chose, même si la personne n'a aucun moyen de connaître ce fait. Si vraiment de la pluie s'annonce, le fait qu'un parapluie me tiendrait au sec est dans ce sens une raison pour moi d'en prendre un, même si je n'ai pas le moindre soupçon qu'il puisse pleuvoir. Dans ce sens, ce n'est pas ce qui est rationnel qui est étayé sur le plus grand nombre de raisons, puisque ce qui est rationnel dépend de ce que nous connaissons. Nous pourrions dire que des raisons de ce type influencent ce qui est de bons conseils. S'il va pleuvoir, il est de bons conseils de prendre un parapluie, même s'il est possible que vous n'ayez aucun moyen de dire qu'il pleuvra peut-être. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas des raisons dans ce sens, mais dans le sens où une personne ne saurait avoir une raison tout en l'ignorant. Dans ce sens, je n'ai aucune raison d'avoir un parapluie avec moi, à moins d'avoir quelque indication qu'il pleuvra peut-être. Nous pourrions appeler cela une raison disponible, et celle du type précédent une raison potentielle. Alors la qualité d'être de bon conseil est étayée sur le plus grand nombre de raisons potentielles, et la rationalité sur le plus grand nombre de raisons disponibles. Dans le principe de lestage, les raisons sont des raisons disponibles. Même les raisons disponibles doivent être distinguées des raisons purement putatives, ce qu'une personne considère être des raisons disponibles. Quand une personne fait une chose que nous estimons mal visée, nous distinguons ces raisons pour avoir fait cette chose une raison de le faire. Si cette personne ajoute les dettes aux dépenses, sa raison peut être qu'elle a déjà dépensé tellement d'argent. Nous pouvons encore refuser de considérer que c'est une raison. De même, nous pourrions dire qu'une raison d'aller à l'université, c'est d'acquérir un vaste point de vue sur la nature de l'humanité et sa place dans l'univers, tout en niant que ce soit là le moins du monde la raison de l'étudiant de premier cycle typique, ou même une de ses raisons. Dire qu'une chose est la raison d'une personne ou d'une de ses raisons pour faire ce qu'elle fait, c'est dire qu'il a prise pour une raison et a agi conformément à elle. Appeler ce type de raison une raison motivante, motivating reason. Dire que c'est une raison, c'est dire dans un sens qu'elle fournit des fondements. Dans le principe de lestage, les raisons sont des raisons de fondement, grounding reasons. Que ce soit ou non des raisons motivantes. Un acte, une opinion ou une émotion est rationnel si et seulement s'il est soutenu par le plus grand nombre de raisons de fondement disponibles. J'emprunte à Bond, 1983, les termes de raison motivante et de raison de fondement, mais il les utilise quelque peu différemment. Dans son emploi du terme, une raison de fondement est ce que j'appelle une raison potentielle. Il faut que ce soit une chose vraie, que la personne ait ou non le moyen de la connaître. La façon dont j'utilise ces termes me permet de parler aussi de raison de fondement disponible. Audi 1986 distingue une raison pour S de A d'une raison qu'à S de faire A. Ce que j'avais proposé, c'était qu'appeler une chose rationnelle et d'exprimer notre acceptation d'un système de normes qui permet cet acte. L'acte rationnel est soutenu par le plus grand nombre de raisons de fondement disponibles. Tel est le principe de lestage, et nous pouvons l'utiliser pour dire ce que veut dire appeler une chose une raison. Nous pouvons l'utiliser pour élaborer une analyse des bonnes raisons disponibles qui s'ajuste bien à l'analyse normativo-expressiviste. Que dit Octavie si elle nie que la pure vengeance soit une raison pour faire du mal à Pompée? Elle nie que la pure vengeance compte dans l'intention de lui faire du mal. Elle admet que si je lui faisais du mal, ce serait rétablir la balance. Mais, dit-elle, cela ne tend en aucune manière à rendre le fait de lui faire du mal, la chose rationnelle à faire. Un système de normes pour l'action peut opérer en assignant un poids des considérations. Il peut dire quelle sorte de choses faire peser pour ou contre une action et quel poids leur donner. Octavie accepte un tel système de normes. Elle estime qu'une chose est une raison uniquement quand les normes qu'elle accepte disent de lui donner du poids. Faire du mal à Pompée rétablirait la balance. Mais les normes qu'elle accepte disent de ne pas peser cela en faveur du fait de lui faire du mal. Cela nous donne une théorie expressiviste de ce que veut dire appeler une chose une raison pour faire quelque chose. Quand une personne appelle une chose, appelons-la R, une raison pour faire X, elle exprime son acceptation des normes que disent de traiter R comme pesant en faveur de l'acte X. Calpurnie dit à César, si tu franchis le Rubicon, tu seras le patron à Rome. Et c'est une raison qui a du poids pour le franchir. Elle exprime par là son acceptation d'un système de normes qui dit à César de traiter ce fait, le fait que franchir le Rubicon fera de lui le patron à Rome, comme pesant lourdement en faveur du franchissement du fleuve. Cette analyse d'une raison s'ajuste à l'analyse normativo-expressiviste de rationnel. Les deux analyses satisfont au principe de lestage.
Dire qu'un acte est rationnel, c'est dire qu'il est soutenu par le plus grand nombre de raisons. Car dire l'une de ces deux choses, c'est exprimer notre acceptation d'un système de normes pour peser les considérations qui, comme l'avère le résultat, soutient la réalisation de cet acte. D'un autre côté, l'analyse unienne d'une raison s'ajuste à une analyse en termes de pleine information de rationnel. Ou du moins, c'est ce qui se passe si l'analyse unienne est affinée de façon à parler des désirs qu'aurait l'agent avec une pleine information. Disons que j'ai une pleine information. Une raison humaine pour que je fasse une chose sera une façon dont l'action satisferait l'un de mes désirs intrinsèques. Je veux rétablir la balance avec Pompée, et je le veux de manière intrinsèque, et pas dans un autre intérêt. D'après le disciple de Hume, c'est ce désir qui rend ce fait. Que faire du mal à Pompée rétablirait la balance, une raison de lui faire du mal. Cela s'ajuste à une analyse en termes de pleine information de rationnel. Un acte est rationnel s'il satisfait le mieux mes désirs intrinsèques. Les désirs intrinsèques que j'ai en étant pleinement informé, les poids des raisons humaines pour une action s'additionnent jusqu'au degré auquel l'action satisferait mes désirs. Après tout, chaque raison humaine est une façon dont l'acte satisferait l'un de mes désirs intrinsèques. Additionnez ces façons et nous obtenons le degré auquel cet acte satisferait absolument mes désirs intrinsèques. Que ces désirs soient ceux que j'aurais si j'étais informé, ceci nous donne l'équivalence des deux analyses. L'analyse humaine affinée d'une raison et l'analyse en termes de pleine information de rationnel. Cette réflexion sur les raisons nous a laissé au point d'où nous étions partis sur l'objectivité. La chose rationnelle à faire est ce que nous avons le plus de raisons de faire. Si nous avions dit ce qui fait d'une chose une raison, cela aurait pu nous dire ce qui se joue quand on appelle une chose rationnelle. Il y a de fait une explication standard de ce qui fait d'une chose une raison, l'explication humaine, mais elle ne marche pas, du moins comme explication de la signification. Convenablement affinée, cette analyse s'ajuste à une analyse en termes de pleine information de ce que veut dire appeler une chose rationnelle. Le principe de lestage étant donné, ces deux analyses sont équivalentes. L'explication humaine des raisons partage donc les défauts des analyses en termes de pleine information de rationnel. Nous pouvons expliquer ce que c'est qu'appeler une chose une raison, commencer par l'analyse normativo-expressiviste de rationnel et appliquer le principe de lestage. Cela donne une analyse de ce que veut dire appeler une chose une raison. À partir de là, nous apprenons une chose nouvelle sur la façon de parler des raisons, mais rien de neuf sur la façon de parler de la rationalité. Appeler une chose rationnelle et dire que ceci ou cela est une raison pour cette chose, c'est dans un cas comme dans l'autre exprimer notre acceptation d'un système de normes pourvu d'une certaine propriété. Cela nous laisse les vieilles difficultés de l'objectivité formulées maintenant en termes de raison. Premièrement, une personne qui pense qu'une chose est une raison pense que ce serait encore une raison, même si elle pensait que ce n'était pas une raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Deuxièmement, les engagements existentiels donnent naissance à des raisons qui leur sont propres. Une personne qui est existentiellement vouée à l'honneur traite les questions d'honneur comme des raisons. En quoi cela est-il différent d'un traitement de ces questions comme des questions de rationalité? Enfin, et c'est peut-être équivalent, quand un locuteur avance une chose en tant que raison, il peut donner l'air d'avoir l'intention de dire que cette chose doit avoir du poids pour quelqu'un d'autre. Quelle autorité revendique-t-il? Ni l'interprétation ni les raisons ne sont avérées être la clé de la rationalité. Les trois difficultés de l'objectivité demeurent. Je vais maintenant les envisager une par une et proposer des solutions. Comment la validité est-elle indépendante de l'acceptation? Une personne qui estime rationnel un acte, une opinion ou une émotion estime que ces choses seraient rationnelles, même si elle ne l'estimait pas. Dans ce sens, en autre sens, elle considère ses jugements normatifs comme objectifs. Existe-t-il un moyen d'interpréter cette opinion selon une analyse expressiviste? Si la rationalité était seulement une affaire de goût, cette personne ne pourrait pas penser une telle chose. Ainsi, une façon de formuler la question est de se demander, dans quel sens la rationalité n'est-elle pas une affaire de goût? Nous estimons que les affaires de goût sont non objectives, au moins dans ce sens. Si une personne pense que quelque chose est affaire de goût, alors elle ne pense pas. Ce goût serait valide, même si je ne le partageais pas. Dans les affaires de rationalité, par opposition, nous pensons vraiment. Cette norme serait valide, même si je ne l'acceptais pas. À cet égard, nous pensons que la rationalité n'est pas seulement une affaire de goût. Blackburn, 1985, réfléchit sur l'objectivité à peu près dans ce sens. Alors, quelle est la différence entre un goût et la sorte de chose en quoi consiste une vocation à la rationalité? Permettez-moi d'illustrer la distinction à l'aide d'un exemple stylisé, qui formule les choses de façon substantielle. J'exprimerai des jugements qui sont communs à beaucoup d'entre nous.
Supposez qu'une femme veuille aller jusqu'à mourir de faim par amour pour sa ligne. J'ai recours de façon quelque peu fantaisiste à un syndrome bien connu. Dans une véritable anorexie nerveuse, on n'agit pas d'après des préférences cohérentes, mais des exemples plus réalistes de préférences irrationnelles seraient probablement plus complexes et moins nettes. Non sans quelques scrupules, je m'en tiens à ma fantaisie simple et dramatique. Je dirais qu'elle agit de manière irrationnelle. Peut-être certains d'entre nous traitent-ils le fait de préférer vivre à mourir de faim comme une simple affaire de goût. Mais je veux parler pour ceux d'entre nous qui ne partagent pas cet avis. Nous maintenons que cette préférence n'est pas une simple affaire de goût. Il est irrationnel de se laisser mourir de faim par amour de sa ligne. Il est irrationnel de préférer mourir plutôt que de vivre avec une silhouette assez replète pour assurer sa survie. Et même une fois donnée une telle préférence, il est irrationnel d'agir d'après une telle préférence. De fait, même si nous sommes convaincus que mourir de faim soit rationnellement exigé, nous pensons cela de manière irrationnelle et il est irrationnel d'agir d'après cette conviction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Penser de manière irrationnelle consiste pour nous à accepter une norme qui dit sans nuance « Ne vous laissez pas mourir de faim par amour de la ligne ». Cela implique, entre autres choses, des commandements tels que « Ne vous laissez pas mourir de faim par amour de la ligne, même si c'est ce que vous préférez ». Et « Ne vous laissez pas mourir de faim par amour de la ligne, même si vous êtes convaincu que le faire est rationnellement exigé ». C'est dans des sens comme ceci que nous considérons que la femme qui ne mange pas par amour de la ligne agit de façon irrationnelle. Ce n'est pas simplement, pensons-nous, qu'elle agit rationnellement à la lumière de coups, qu'il se trouve que nous ne partageons pas. Nous estimons qu'elle agit irrationnellement, même si c'est authentiquement qu'elle préfère mourir de faim plutôt que vivre avec une silhouette assez replète pour prolonger son existence. Nous pensons qu'elle agit irrationnellement, même si elle accepte des normes qui prescrivent ce qu'elle est en train de faire. Nous ne considérons pas dans ces circonstances que préférer vivre plutôt que mourir de faim est une affaire de goût. Rien de cela ne veut dire qu'il faudrait la forcer à s'alimenter. Savoir si sa conduite est rationnelle ou pas et savoir s'il faudrait la forcer à l'abandonner, ce sont deux questions séparées. De même, cela ne veut pas dire qu'elle s'estime irrationnelle. Considérer une anorexique idéalisée qui agit non pas à l'encontre de ses préférences réfléchies, mais conformément à celles-ci. Comme situation, elle préfère mourir de faim plutôt que vivre avec une silhouette assez replète pour assurer sa survie. Supposons que cette préférence s'accorde au système de normes qu'elle accepte. Alors, si mon analyse est exacte, elle considère que ce qu'elle fait est irrationnel. L'important ici est que nous autres, nous ne sommes pas de cet avis. Nous pensons qu'il est irrationnel de se laisser mourir de faim par amour de la ligne, et nous sommes en désaccord avec elle sur ce point. Nous sommes en désaccord avec elle, même si nous ne pensons pas qu'elle devrait être nourrie de force. Nous ne pensons pas que ce qu'elle fait est irrationnel simplement en vertu de nos goûts ou de nos préférences en la matière, et nous ne pensons pas non plus que c'est irrationnel en vertu des normes que nous acceptons. Les normes que nous acceptons interdisent de se laisser mourir de faim pour sa ligne, sans qu'entre en considération ce que nous préférons ou les normes que nous acceptons. Dans un cas hypothétique, où nous serions nous-mêmes des anorexiques idéalement cohérents, ces normes nous interdisent à nous aussi de nous laisser mourir de faim. C'est dans ce sens que nous pensons que l'interdit qui frappe le fait de se laisser mourir de faim pour sa ligne est valide indépendamment de notre acceptation de cet interdit. Si je dis « il n'est pas censé pour elle de se laisser mourir de faim », je revendique l'objectivité dans ce sens au moins. L'engagement existentiel. Les gens adhèrent pour eux-mêmes à des idéaux qu'ils ne considèrent pas comme des questions de rationalité. Dans notre culture, nous connaissons bien comme idéaux la possession d'un esprit libre et curieux, la vigueur physique et la culture des talents athlétiques, la masculinité pour les hommes et la féminité ainsi que le raffinement pour les femmes et l'humilité, la piété et l'humanité. Il est bien connu que certains estiment hautement ces idéaux tandis que d'autres les estiment fort peu. Je suppose que pour la plupart d'entre nous, nous avons une attitude ambiguë envers certains des idéaux incompatibles que notre culture si diverse nous offre en modèle, et aussi une attitude ambiguë quant à la force avec laquelle nous devrions adhérer à des idéaux que nous acceptons quand la voie qu'ils nous ouvrent est pénible, accablante et nous met en conflit avec d'autres idéaux que nous acceptons. De notre côté, ce sont souvent les idéaux auxquels nous adhérons fortement qui nous donnent le sentiment que notre vie a un sens. C'est en partie à cause de l'importance qu'ont pour nous nos idéaux et à cause des ambiguïtés, des désaccords qui font naître en nous-mêmes et entre nous que les questions de rationalité sont cruciales. Une personne veut savoir dans quelle mesure et de quelle façon la raison résoudra-t-elle l'ambiguïté que ces idéaux font naître en moi si seulement je suis rationnel. Dans quelle mesure et de quelle façon la raison résoudra-t-elle mes débats avec les autres si seulement nous sommes tous rationnels.
Que reste-t-il à régler quand la raison a eu pleinement son mot à dire? Il pourrait sembler que, d'après une analyse expressiviste, tous les idéaux personnels soient affaires de rationalité et que toutes les incompatibilités entre les idéaux personnels soient des désaccords sur les exigences de rationalité. Les idéaux sont différents des goûts. Je n'aime pas les épinards, mais j'estime que c'est une affaire de goût. Cela veut dire en partie que bien que je n'aime pas les épinards, je suis disposé à en manger si je les aime. Les normes que j'accepte cautionnent que j'en mange et je les aime et pas autrement. Je suis opposé à la cruauté de manière inconditionnelle. Je veux ne pas être cruel, même si par hypothèse, je devrais vouloir l'être. Les normes que j'accepte interdisent d'être cruel, même si on veut l'être. De même, si nous nous engageons à quelque chose en quoi nous voyons une exigence fondamentale de la rationalité, c'est sans condition. Alors, quelle est la différence, s'il y en a une, entre estimer qu'une chose est une exigence de la rationalité et y être engagé, comme à un idéal? L'idéal de ne pas être cruel est moral, mais ce n'est pas le cas de tous les idéaux personnels. Il se pourrait que j'ai l'idéal personnel d'être un gagnant, idéal qui semble non moral et qui est manifestement non universalisable. Avoir l'idéal personnel très fort d'être un gagnant par opposition au goût de gagner revient à peu près à ceci. Non seulement le fait de gagner m'importe fortement, mais je veux que le fait de gagner m'importe fortement. Et gagner, que cela m'importe ou pas, même si c'est à un prix considérable. Or, d'après une analyse expressiviste, on pourrait soutenir que si j'ai l'idéal personnel très fort d'être un gagnant, alors je suis d'avis que la rationalité exige que quiconque le peut gagne, même au prix fort. Par exemple, supposez que vous ne puissiez gagner qu'en trichant, et supposez que vous soyez contre la tricherie et qu'il vous importe peu de gagner. Supposez que j'ai l'idéal personnel très fort d'être un gagnant et aucun idéal opposé soit d'honnêteté, soit d'authenticité, au sens de vivre conformément au modèle que je me suis fixé, quel qu'il puisse être. Cela ne revient-il pas à accepter des normes qui, s'appliquant à votre situation, exigent de tricher pour gagner en dépit de votre hostilité à la tricherie? D'après l'analyse normativo-expressiviste, faire cela consiste à estimer irrationnel que vous ne trichez pas pour gagner. Dans les manières de penser ordinaires, par opposition, il semble compatible avec une personne d'avoir l'idéal personnel très fort ou même irrésistible d'être un gagnant et de ne pas considérer toutefois que c'est là une exigence de la rationalité. Certes, il se pourrait qu'une personne estime qu'essayer de gagner à tout prix est une exigence de la rationalité, mais cela n'a rien d'obligatoire. Elle pourrait dire « je veux être un gagnant depuis maintenant jusqu'à ma mort, quoi qu'il puisse arriver, même si je dois le regretter plus tard. D'autres ne partageront peut-être pas mon engagement. Je n'ai pas d'estime pour eux, mais je ne pense pas non plus qu'ils sont irrationnels. Nous pouvons qualifier un tel engagement d'existentiel. C'est le choix du type de personne qu'on va être de manière fondamentale, quelles que puissent être les conséquences qui, pour la personne qui fait ce choix, n'est pas dictée par des considérations de rationalité. Elle choisit librement et pour toute l'humanité au sens où elle ne choisit pas par obéissance aux injonctions de la raison selon l'idée qu'elle s'en fait et qu'elle choisit une manière d'agir sans considérer qui elle est ou à quoi elle ressemble. Sartre, 1946, selon l'existentialisme dans la présentation qu'en fait Sartre, l'homme est condamné à être libre. Et en faisant un choix quel qu'il soit, on choisit pour toute l'humanité aussi bien que pour soi, d'où ma récupération du terme existentiel. Selon notre manière ordinaire de penser, il semble possible qu'un engagement soit existentiel dans ce sens. Les normes d'ordre supérieur. Certaines normes régissent l'acceptation des normes, figurent parmi elles les normes de cohérence et aussi des normes qui dépassent la cohérence pure et simple. Supposez que je pense quelque chose de ce genre, une personne devrait accepter une norme que quand elle l'a considérée comme dans une disposition d'esprit calme et qu'elle a pensé de façon frappante à tout ce qui pouvait la pousser à l'accepter ou pas. Penser cela, c'est accepter une norme qui dit n'accepter des normes que quand. La norme dit quand accepter d'autres normes et elle exige davantage que de la cohérence. Après tout, une personne pourrait être cohérente mais agitée ou cohérente mais sans vie dans ses idées. Ou supposer que je songe que les pensées de quelqu'un vont forcément être influencées par d'autres personnes et que je suis d'avis qu'une personne devrait toujours corriger ce qu'elle accepte pour contrebalancer l'influence des autres. Penser cela aussi, c'est accepter une norme qui exige davantage qu'une simple cohérence. Il se pourrait que je sois cohérent, mais que j'accueille favorablement les influences.
Pensez aussi à la philosophie normative de la science. Elle consiste aussi en partie en normes qui régissent l'acceptation de normes. Il s'agit dans ce cas de normes régissant l'acceptation des normes de la méthodologie scientifique. Appelez les normes qui régissent l'acceptation des autres normes des normes d'ordre supérieur. Peut-être est-ce vers elles que nous devrions nous tourner pour distinguer la rationalité et les idéaux personnels. Les normes peuvent être obligatoires ou permissives, et les normes d'ordre supérieur que nous acceptons pourraient être permissives sans être obligatoires. Autrement dit, elles pourraient permettre d'accepter tout système de normes d'ordre inférieur appartenant à un ensemble de divers systèmes incompatibles. C'est peut-être alors qu'apparaissent les engagements existentiels. Accepter une norme comme exigence de rationalité, c'est l'accepter, pourrions-nous dire, en même temps que des normes d'ordre inférieur qui exigent son acceptation. La traiter comme un engagement existentiel, c'est l'accepter en même temps que d'autres normes qui la permettent, mais qui permettent d'accepter au moins une alternative incompatible avec la première. Michael Bretman et Adrian Piper ont été ceux qui m'ont pressé de penser aux normes d'ordre supérieur comme à une solution possible de ce problème. Plus tard, Nicholas Smith a encore insisté et m'a fourni l'élan immédiat pour que je puisse continuer ma réflexion dans cette direction. Frankfurt, 1971, parle de désir de second ordre, quand nous voulons être différents dans nos préférences et nos intentions. Puisque ma propre psychologie spéculative comprend des normes aussi bien que des désirs, je préfère des normes de premier ordre pour effectuer en partie ce que Frankfurt veut faire aux désirs de second ordre. Le travail serait effectué par des normes de premier ordre qui régissent les désirs. Ce ne sont pas les seules façons dont une norme pourrait être acceptée. Nous pourrions être une espèce de relativiste et penser les normes valides d'une manière qui dépend de la situation de celui qui pense. L'analogie concerne les normes pour l'action. Après tout, elles exigent des choses différentes dans des situations différentes. Il est censé de s'enfuir devant un lion, mais pas devant un caméléon. Est-ce que de même les normes d'ordre supérieur pourraient prescrire des choses différentes dans des situations différentes? Prescrire dans ce cas l'acceptation de normes différentes, incompatibles. Les normes d'ordre inférieur que j'accepte devraient-elles dépendre des traits de ma situation? C'est une question ayant trait à un contenu, laquelle relève d'un ordre supérieur. Une question sur les types de normes d'ordre supérieur qu'il faut accepter. Or, les opinions normatives qu'il est censé d'accepter dépendent bien de la situation de certaines manières, cela semble clair. L'information varie, et il se peut que ce qui est censé d'accepter dépende de notre information. Toutefois, cette concession à la diversité normative est limitée. Ce n'est pas aux normes de base qu'elle s'applique le plus clairement, mais aux normes qui sont contingentes. Je déplore la cruauté ou que ce soit, mais que je déplore ou non la pêche, par exemple, dépendra du fait que je pense que les poissons souffrent ou non. De plus, les différences qu'autorisent les concessions peuvent se résoudre par un supplément d'information. Sans qu'il y ait non plus de problème, la même norme peut prescrire des choses différentes pour des situations différentes. Une norme contre la grossièreté prescrira de rôter dans certains environnements culturels et l'interdira dans d'autres. Ce n'est pas un cas d'incompatibilité des normes, mais il s'agit d'une seule norme, une norme interdisant la grossièreté qui s'applique différemment à des cas différents. Alors, la question problématique est de savoir si des gens différents devraient en aucun cas accepter des normes authentiquement incompatibles quand ils disposent d'une information identique. Les systèmes de normes d'ordre supérieur qui nous sont familiers disent que oui. Prenez la théorie de l'équilibre réfléchi. Nous pourrions la considérer comme un système de normes d'ordre supérieur. Des normes qui disent d'accepter toutes les normes que nous accepterions si nous étions dans un équilibre réfléchi. Être dans un équilibre réfléchi, c'est en gros avoir considéré de manière frappante tous les faits et tous les arguments philosophiques pertinents pour arriver finalement à des jugements conséquents. Or, il est bien connu que nous n'avons pas la moindre garantie que l'équilibre réfléchi sera le même pour tout le monde, en particulier dans le cas de gens appartenant à des cultures nettement différentes. Il est possible que deux personnes parviennent à des équilibres réfléchis opposés. S'il en est ainsi, alors la théorie de l'équilibre réfléchi leur dira d'accepter des normes opposées. Alors, supposez que j'accepte la théorie de l'équilibre réfléchi. Supposez aussi que vous, comme moi, nous soyons dans l'équilibre réfléchi et que nous acceptions des normes incompatibles. Chacun de nous reconnaît l'autre pour logiquement cohérent, et nous savons que nous sommes chacun dans l'équilibre réfléchi. Comment dois-je considérer notre désaccord? Mon interprétation est que les jugements que je produis sont exigés de moi rationnellement, et que les jugements que vous produisez sont exigés de vous rationnellement. Mais nos jugements sont en conflit. Est-ce que je vous estime rationnel, mais dans l'erreur?
Au lieu de cela, nous pouvons dire que je ne considère pas les normes que j'accepte comme des normes de rationalité. Je les considère comme n'ayant qu'une validité dépendante du point de vue, standpoint dependent validity. Ce n'est pas que je pense que mon acceptation de ces normes soit un cas d'engagement existentiel. Je n'accepte pas de normes d'ordre supérieur qui me laissent du jeu au niveau inférieur. Je n'aurais pas pu penser autrement étant donné que qui j'étais où j'étais est resté rationnel. C'est ce que je crois pour ma part. Mais je ne traite pas non plus ces normes comme constituant en elles-mêmes des exigences de rationalité. Je pense qu'il y a des manières dont moi je dois regarder le monde, mais pas vous. Voici donc une autre manière de traiter nos normes comme quelque chose d'autre que des exigences de rationalité. Une telle position laisse des difficultés notoires, des difficultés auxquelles je m'attaquerai plus loin. Qu'en est-il des normes que j'accepte, qui relèvent de l'ordre le plus élevé, des normes qui ne régissent plus d'autres normes? Se pourrait-il qu'elles se déclarent valides pour moi, mais pas pour vous? Cela serait-il cohérent? En attendant, nous pouvons nous réjouir que les normes d'ordre supérieur nous aient conduit à deux distinctions supplémentaires. Nous avons en plus deux manières dont une personne pourrait traiter des normes comme des exigences de rationalité moins qu'entières. Elle pourrait accepter des normes d'ordre supérieur qui soient permissives. Alors, c'est qu'elle traite ces normes d'ordre inférieur comme des engagements existentiels. Les normes d'ordre supérieur qu'elle accepte lui permettent plusieurs solutions. Ou bien elle pourrait accepter des normes d'ordre supérieur qui ne laissent aucune corde à personne, mais qui disent à des gens différents d'accepter des choses incompatibles. Alors, c'est qu'elle considère les normes non comme des exigences de rationalité, mais comme des demandes qui sont valides de notre point de vue.